Salut à tous et bienvenue pour le Hardcore Flashback sur Extreme Rules 2012 qui a eu lieu le 29 avril 2012 à Chicago. Bien, avant de faire mon analyse sur ce pay-per-view là, j'aimerais juste vous avertir que je tourne cette vidéo le 22 juin et qu'elle sera vraisemblablement publiée début octobre, donc je crois que c'est le 7 ou le 8 octobre, donc plus de 3 mois après le moment où je la tourne. Il y a une raison à cela, c'est tout simplement que c'est le dernier pay-per-view que j'ai en DVD et que après ça, il ne va pas falloir vous attendre à avoir de nouveau un pay-per-view tous les mois comme je le fais actuellement. Ça peut très bien arriver 2 à 3 fois par mois comme 0 fois en 3 mois. Donc ça va devenir aléatoire à partir de maintenant. Avant de faire l'analyse de ce pay-per-view, j'aimerais quand même mettre en avant deux gros défauts. Et le premier c'est la carte, donc c'est un grand point positif, mais c'est un bien pour un mal plus tard, donc je vais l'expliquer. La carte du match c'était John Cena contre Brock Lesnar dans un match Extreme Rules. Nikki Bella défendait son titre des Divas contre Layla. CM Punk défendait son titre de la WWE contre Chris Jericho dans un Chicago Street Fight. Sheamus défendait son titre poids lourd contre Daniel Bryan dans un match au meilleur des trois tombés. Le Big Show défendait son titre intercontinental contre Cody Rhodes dans un Tables match. Et enfin, Randy Orton affrontait Kane dans un False Count Anywhere match. Donc la carte est parfaite. Premier gros défaut, c'est qu'il rajoute deux matchs que sont Brodus Clay contre Dolph Ziggler et Ryback contre Aton et Relic, donc deux jobbers. Deuxième point négatif, c'est que sur ces 8 matchs, si on rajoute les deux matchs qui sont ajoutés, qui sont déjà un gros défaut pour moi, c'est que sur ces 8 matchs, il y en a seulement 4 qui dépassent les 5 minutes. Voilà. Donc pour moi, c'est un gros défaut parce qu'on se retrouve avec 4 matchs très bons et 4 matchs très en dessous, même s'il y en a un qui aurait pu, qui vendait du rêve, je vais le dire tout de suite, c'est le Big Show contre Cody Rhodes, qui pour moi me vend du rêve juste pour Cody Rhodes qui récupère son titre intercontinental, mais le match dure 3 minutes. Avec un finish qui est bon, donc je vais en parler plus tard, mais malheureusement il dure que 3 minutes et ça fait que ce match là fait relativement couler la note finale de ce pay-per-view, mais j'en parle plus tard. Donc maintenant je vais analyser les matchs un par un. L'opener du pay-per-view était Orton contre Kane, donc j'ai dit avant dans un False Count Anywhere match. Donc j'ai dit que c'était un putain d'opener. On a un match quand même qui est relativement bon pour un opener. En plus il faut quand même le préciser que Orton et Kane dans un opener, ça fait très longtemps qu'on ne l'a pas eu actuellement en 2015. Donc la stipulation est respectée dès le début, parce qu'il y a quoi, 2-3 minutes de match, puis après les deux lutteurs vont directement dans les gradins et même en coulisses dans les vestiaires, et c'est ça que j'apprécie. Autant le rythme est cassé dans les vestiaires, quand ils sont dans les vestiaires forcément il y a des petits temps qui sont coupés parce qu'ils doivent un peu se balader partout. Dès que par exemple je sais pas si Kane attaque Orton va un peu ramper, Kane va le suivre justement pour que le chemin se fasse en fait dans les coulisses pour qu'il revienne sur le ring. Donc forcément le rythme va être quand même cassé passablement, donc beaucoup de fois à ce niveau là. Cependant ça permet de voir autre chose qu'un ring, et moi j'adore ces moments backstage. C'est comme les parking lot brawl, je crois que ça s'appelait ce type de match là. Je crois que le dernier c'était Cena contre JBL si je me souviens bien. Ça me manque parce qu'on voit quelque chose d'autre qu'un public et un ring en plein milieu d'une arène. Voilà, c'est peut-être tout con, ça dure que 10 minutes, mais c'est un vrai vent de fraîcheur. Seul autre défaut, mis à part le rythme, c'est qu'on n'entendait pas le public, donc forcément on avait l'impression que c'était un peu mort. Ce serait intéressant de mettre une fois un False Count Anywhere match, donc on voit un peu tout ce qu'il y a dans les coulisses, l'envers du décor si je veux bien, mais qu'on entende quand même les réactions du public à certaines prises. Je trouve que ce serait quand même hyper intéressant. Sinon, comme je l'ai dit, le rythme est un peu faible même sur le ring, mais ça reste tout de même un très bon match. C'est pour ça que j'ai mis la note de 8 sur 10. Ensuite, le premier match qui n'était pas annoncé sur la carte, Brodus Clay affrontait Dolph Ziggler, donc je vais pas en parler beaucoup. J'ai mis 4,5 sur 10, qui est quand même assez généreux je trouve pour la qualité du match. Le match fait environ 4 minutes 10 si je me souviens bien. Donc j'ai mis que ce match était la représentation parfaite d'un clan pourri, qui est Clay, les Funkadactyls et puis à la limite Tensai, je ne me souviens plus s'il était là, contre Dolph Ziggler qui était accompagné à ce moment-là de Vicky Guerrero et Jack Swagger, qui était quand même un bon clan, un bon petit groupe. C'était comme on dit American Perfection je crois, l'équipe formée de Swagger et Ziggler. Donc pour moi c'était quand même un beau petit clan que j'appréciais voir à ce moment-là, comparé surtout au clan de Brodus Clay qui était totalement pitoyable.
Donc voilà, j'ai mis, je redécouvre mes notes parce que j'ai vu le pay-per-view il y a 3 jours. Hein, je rappelle que je regarde le pay-per-view pour mes Hardcore Flashback le vendredi et que je fais mes analyses le lundi. Donc j'ai mis à part Swagger qui était encore bon, je vais juste retenir Clay et sa façon de danser qui m'auront redonné des cauchemars. Et c'est le cas, j'ai fait beaucoup de cauchemars ces derniers temps. Juste en voyant Clay bouger la graisse de ses jambes et de son ventre, c'est horrible, mon Dieu. Non bref, c'est une calamité, 4,5 sur 10. Ça me fait presque mal de voir Ziggler dans un match comme ça. Ensuite, le Big Show donc affrontait Cody Rhodes pour le titre intercontinental dans un tables match. Donc là, c'est pareil pour ce match-là, quoi. Avoir un match d'une telle envergure. Alors certes, le Big Show n'est pas un très bon lutteur. C'est un lutteur qui a de l'expérience, qui a du charisme. Il faut pas, c'est indéniable, il faut quand même le reconnaître. Mais c'est pas vraiment un bon lutteur. Et on a à côté Cody Rhodes qui est 10 fois plus petit, mais qui est meilleur que lui, à mon sens. Dans un tables match, donc il y a une surprise à la fin. Donc oui, Cody Rhodes remporte le match, je le précise pas avant c'est Orton et Brody Lee qui gagnent le match, c'est vrai que j'oublie assez souvent de le préciser ça à la fin de mes analyses. Donc là c'est Cody Rhodes qui a gagné, le finish était bon tout simplement parce que personne pouvait s'attendre à ce que le Big Show passe à travers une table et surtout de la part de Cody Rhodes, donc c'est quand même assez dingue et c'est important de le préciser. C'est ça qui est dommage, on se retrouve avec un bon petit finish qui dure 1 minute, mais le début donc ça dure, le match dure 2 minutes et c'est pas très bon quoi. Le match en fait il est bon mais 3 minutes ça me laisse sur ma faim. Imaginez que ce match là dure 15-20 minutes. Et ben moi ça me plaît tout simplement. Non, j'ai mis Cody me manquait et la note du match j'ai mis 5 sur 10. Voilà, je peux pas en parler beaucoup plus. L'après-match j'ai bien aimé aussi, Big Show s'acharne un peu sur Cody Rhodes et le fait passer à travers 2 tables. C'est ça qu'on aurait voulu voir pendant le match, mais bon, le match dure même pas 4 minutes donc c'est dommage. 5 sur 10. Voilà, donc on passe à une calamité et une déception, à un match très bon. Donc Sheamus défendait son titre poids lourd contre Daniel Bryan dans un match au meilleur des 3 tombées. Donc les 2 premières manches étaient quand même très stratégiques, hein. On a vu clairement Daniel Bryan s'attaquer au bras, à l'épaule de Sheamus. Il s'est même fait disqualifier pour pouvoir le blesser un peu plus. Donc les prises interdites ont plus d'impact en théorie. Donc il s'est acharné sur le bras de Sheamus au point de se faire disqualifier. Pour lui c'était pas grave. Et il a même pu enchaîner après sur un yes lock pour avoir le deuxième tombé si on veut bien. Donc il y avait 1-1 assez rapidement, enfin non, mais le premier tombé et le deuxième tombé étaient quand même assez rapprochés. Et après on s'est retrouvé avec une 3e partie, donc la dernière partie pour le 3e tombé, avec quelque chose d'assez quand même plus brutal, plus à suspense et un peu plus impressionnant au niveau des prises. Cependant, même si je dis qu'il y avait un peu plus d'impact dans les prises dans la 3e manche, on n'est pas vraiment dans un match extrême pour un pay-per-view qui est Extreme Rules. Donc ça c'est vraiment le petit défaut que je vais donner à ce pay-per-view là, c'est qu'on est quand même dans un match qui est un peu plus technique que brutal et ça m'a un petit peu déçu, mais c'est pas grave, du coup ça s'enchaîne bien avec le premier match, ça se complète bien plutôt, parce qu'on a quand même un Orton contre Kane qui est assez brutal et ce match là qui est assez technique. Ça va pas vraiment avec le thème du pay-per-view, mais il était quand même très plaisant à regarder, c'est pour ça que je mets 8,5 sur 10. Voilà, ensuite Ryback contre Hatton et Relic dans un squash match. Donc là, je vais rien dire et je peux même pas le noter, hein, je le dis directement. C'est notable pour une seule raison, c'est qu'il n'y a que Ryback qui porte des prises sur 1 minute 30 de match. Donc là, je pourrais noter un 1 ou un 2 sur 10, mais j'aurais même pas de quoi me baser de faits concrets pour mettre un 2 sur 10. Il y a tellement peu de choses, quoi, 3-4 prises de la part de Ryback, et c'est terminé. Donc voilà, notable, pour moi, je peux vraiment rien mettre. Seul petit point que je vais quand même marquer et mettre en avant, c'est que Ryback avait quand même beaucoup plus d'impact en 2012, beaucoup plus de violence, mais de la violence calculée, c'est-à-dire pas pour blesser des gens, comme il a pi le faire quelques mois plus tard. Mais là, franchement, c'est un Ryback agréable à voir, même si Ryback, je l'apprécie aujourd'hui, il a fait beaucoup de progrès quand même, mais il avait un peu plus d'impact, et il n'y avait pas de film mort encore, c'était vraiment le Ryback des débuts, et moi je l'appréciais, je le trouvais presque plus crédible à ce moment-là que maintenant. Alors, on repasse encore une fois à un match décevant, à un match putain trop bon. Voilà, je le dis clairement. CM Punk donc défendait son titre de la WWE contre Chris Jericho dans un match revanche de WrestleMania. À ce moment-là, c'était il y a 3 ans, donc de WrestleMania 28. Donc c'est le cas pour la plupart des matchs. Le Sheamus Bryan, le Orton contre Kane, c'était pareil. Donc là, j'ai mis que c'était un match qui était peu rythmé au départ, mais mon Dieu, qu'est-ce que ça s'enchaîne parfaitement dans un deuxième temps. Donc on a vraiment une première phase de match où les adversaires se jaugent
porte un peu des prises techniques de soumission, mais le rythme est assez lent du coup en contrepartie. Et on a une deuxième partie de match qui est parfaite quoi, pour un Chicago Street Fight match. C'est parfait. Ensuite j'ai mis que le match était brutal à souhait, autant avec la table des commentateurs brisée par Punk, donc Punk avait mis Jericho sur la table des commentateurs puis avait sauté depuis la troisième corde HBK style, donc autant par ça que par l'extincteur, que les coups d'extincteur qu'a mis Punk pardon, sur Jericho, que par le code breaker de Jericho sur Punk avec la chaise. CM Punk tenait la chaise dans ses mains et puis Jericho apporte un code breaker sur Punk, mais c'est entre les genoux et la tête de Punk, il y avait la chaise que Punk tenait. Ça fait beaucoup de fois Punk. Mais le match était brutal, cette deuxième partie est incroyable et je vous conseille ce match-là. Je crois, si je me souviens bien, j'ai mis 9,5 sur 10. Il y a juste eu un botch à un moment, je crois, si je me souviens bien. Mais je me souviens plus de quel botch c'était. Ah, c'était le Punk qui se loupe dans un springboard, dropkick ou un truc comme ça. Vous savez, quand il prenait appui, il était sur le tablier du ring, il sautait, il prenait appui sur la troisième corde pour sauter sur Jericho. Je crois que c'est un springboard closest line si je me souviens bien. Donc voilà, un petit botch qui fait que la note est à 9,5 sur 10 au lieu d'un 10 sur 10. Mais voilà, c'est pas le match de la soirée, pour moi le main event est clairement le match de la soirée, mais il est très très bon et c'est un plaisir de voir des matchs comme ça. Ensuite, Nikki Bella défendait son titre des Divas contre Beth Phoenix au départ. C'est vrai, Beth Phoenix avait perdu son titre des Divas au Raw il y a 6 jours, donc le Raw précédent ce pay-per-view là. Et justement, Nikki Bella avait donc gagné ce match-là. Je crois que c'était un match des Divas, mais je me suis toujours demandé si Beth Phoenix devait vraiment le perdre à ce moment-là. Et vu qu'il a été blessé, Nikki Bella a enchaîné avec un petit paquet. Vous voyez clairement que c'était pas sur le scénario de départ. Et est devenue championne des Divas. Beth Phoenix logiquement devait avoir un match retour, mais elle était blessée, vous pensez bien, 6 jours après. Et donc du coup, Vicky Guerrero, qui était pas général manager de Raw, mais il y avait un terme superviseuse, un truc comme ça, avait dit qu'elle allait avoir une surprise, et c'était Layla qui faisait son retour après un an de blessure, donc pour affronter Nikki Bella directement pour le titre des Divas. Donc dans les notes, les petites anecdotes, c'est la seule fois, donc au moment où je tourne, donc c'est le 22 juin, c'est la seule fois, le seul match d'ailleurs, où on peut voir Nikki Bella perdre le titre des Divas. Beaucoup de personnes attendent ça en ce moment et c'est pour moi en tout cas c'est le seul moment où on peut voir ça. On peut être totalement extasié et avoir un moment jouissif en voyant Nikki Bella perdre un titre. C'est le seul match. Et puis il faut dire qu'elle avait 6 jours de règne au moment où elle l'a perdu, parce que oui, Layla a gagné ce match là, est devenue championne des Divas. Et aujourd'hui, elle est sur le point de battre AJ Lee. D'ailleurs, elle avait fait un petit speech avant ce match-là en disant que ça faisait que 6 jours qu'elle avait ce titre-là, mais elle voulait battre le record des Divas. Donc à l'époque, il était détenu par Maryse, si je me souviens bien. Donc voilà, là, elle est sur le point de battre le record d'AJ Lee. Je ne sais pas si au moment où vous verrez cette vidéo, elle sera toujours championne. Je ne l'espère pas. Mais voilà, comme quoi, il y a des petites coïncidences des fois qui sont assez amusantes. Voilà, et il n'y a rien à dire de nouveau dans ce match-là, j'ai mis 3,5 sur 10, c'est la pire note que j'ai jamais donnée pour un pay-per-view, donc dans mes analyses, c'est totalement catastrophique. Le match dure 2 à 3 minutes, mais voilà, c'est assez faible. Et j'ai mis que rien n'avait changé pour les Bella, elles avaient gagné de la même façon que contre Paige à Money in the Bank, c'est-à-dire que le Twin Magic, en fait, Brie Bella était intervenue à la place de Nikki Bella, sauf que c'est Brie Bella qui s'est ramassée tombée au lieu de Nikki Bella. Et là, au contraire de Money in the Bank, l'arbitre valide quand même la décision, tandis qu'à Money in the Bank cette année, l'arbitre avait renversé la décision en voyant clairement que c'était Brie Bella qui avait subi le tombé et pas sa sœur, là finalement pas. Donc Layla est devenue championne, voilà. Et enfin, le main event, Brock Lesnar contre John Cena dans un match Extreme Rules. Alors là, j'ai pas grand chose à dire. Première chose, une petite anecdote, c'est l'une des 2 seules défaites de Lesnar, si je me souviens bien, depuis qu'il a fait son retour en 2012. Donc il y a celle-là contre Cena et je crois qu'il y en avait une autre, je crois à Extreme Rules 2013 ou WrestleMania 29 contre Triple H, je ne sais plus quel pay-per-view c'était. Et j'ai mis quel match, quoi. C'est une boucherie, le plus extrême des matchs à Extreme Rules. C'est assez dingue, c'est le genre de match vraiment qui me fait vibrer. On n'a pas l'habitude de voir ce genre de match, c'est-à-dire un viol considérable, hein, il faut quand même le dire. Même si Cena gagne à la fin, il est en sang, Lesnar est en sang, le match est une boucherie totale. J'adore voir ça, et c'est aussi le fait que Lesnar ne soit pas là souvent, qu'on ait ce genre de match, par exemple tous les 3-4 mois, et ben ça fait qu'on apprécie toujours autant de voir des matchs de Lesnar, même si ça se rapproche plus de la boxe.
donc du MMA que du catch. Moi ça me fait toujours autant plaisir. Et c'est pour ça que j'ai mis un 10, il n'y a pas de justificatif, c'est ce genre de match qui me fait vibrer, donc 10 tout simplement. Et voilà, j'aimerais juste avant de faire ma conclusion et vous annoncer la note finale de ce pay-per-view, si on prend que les 4 matchs qui font plus de 5 minutes, la note est de 9 sur 10. Ce qui est le deuxième pay-per-view que je pourrais le mieux noter de toute mon analyse, enfin de toutes mes analyses, pardon. Le premier est WrestleMania 30 qui a fait 9,1. Donc imaginez, avec ces 4 seuls matchs, on peut imaginer un Cody contre le Big Show pour le titre intercontinental qui est plus long, on aurait un match, un des meilleurs pay-per-view qui m'a été donné de voir, qui se rapproche d'un WrestleMania 30. Non, là visiblement on en a 3. Heureusement que je note pas le Ryback contre les deux jobbers. Ça fait qu'on a un 7 sur 10 qui fait un petit 3 étoiles. Et voilà, 7 sur 10 c'est Fastlane 2015. Et voilà, ça montre le niveau qu'a ce pay-per-view alors qu'il avait le niveau d'un WrestleMania quoi. C'est vraiment dommage et je suis un petit peu déçu parce que pour moi il avait la gueule d'un pay-per-view 5 étoiles si on veut bien. Mais voilà, c'est comme ça. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo si ça a été le cas. Je vous laisse vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à partager cette vidéo, ça me ferait plaisir. Et nous on se retrouve tout prochainement, donc je vous dis pas le mois prochain parce que je ne pense pas. Donc pour un prochain Hardcore Flashback, hein, bien sûr, je pense que ce sera les 2 prochains, je pense, seront Elimination Chamber 2013 et No Way Out 2009 que j'avais promis à une personne, je sais plus qui. Mais ce sera les 2 prochains. Voilà, encore un grand merci à vous et à tout bientôt.